Je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma collègue Suzy qui est au Cameroun. Et tous deux, nous avons travaillé, nous avons fait ce travail dans l'ensemble et nous allons essayer d'être le plus bref possible. Moi, je vais présenter une partie, une autre partie, ma collègue Suzy va présenter et puis nous allons nous compléter dans l'ensemble. Alors, merci. Notre sujet que nous avons réfléchi ensemble pour pouvoir partager avec vous, c'est un soutien aux nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des difficultés ou des troubles d'alimentation, ainsi que leur mère. Et nous allons partager quelques exemples et quelques cas que nous avons repérés en RDC et mais aussi au Cameroun. Comme je le disais, je ne suis pas seul. Je serai avec Suzy qui va prendre la deuxième partie. Alors, comme je le disais, je suis en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Kisangani, qui est la troisième ville de la République démocratique du Congo. Et là où je suis dans un hôpital qu'on appelle la Polyclinique Millénaire, qui est un hôpital partenaire qui travaille avec Semaltren depuis 2015 et où nous donnons des chirurgies gratuites de fente labiopalatie. Mais aussi, nous avons commencé depuis 2023 le programme de nutrition. Nous avons mis en place le programme de nutrition parce que nos patients qui souffrent qui portent la fente labiopalatine, souvent, ils ont un problème nutritionnel suite à la fente, qui est vraiment un véritable handicap qui ne permet pas à beaucoup d'enfants de se nourrir, de s'allaiter, et parfois, ça pose beaucoup de problèmes dans la chirurgie. C'est ainsi que depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pris en charge plus de 200 et quelques patients où nous avons pris ensemble en charge pour le programme de nutrition. Alors, Suzy et moi, tous, nous travaillons avec Simaltren, qui est une organisation qui prend en charge les fentes labiopalaties. Elle est au Cameroun et moi, je suis en République démocratique du Congo. Alors voilà, c'est là où se trouve Kisangani, là où je parle, dans ces points que vous pouvez voir. Voilà. Alors, moi, je vais parler un peu de la priorisation de la mission dans les circuits de la prise en charge du patient. Comme vous pouvez voir, ces circuits que vous voyez, que je viens que j'ai projetés. Alors, nous avons, Simaltren a réfléchi de manière à ce que les besoins du patient soient au centre. Parce qu'avant, nous étions beaucoup plus concentrés sur la chirurgie. Et quand les malades arrivent à l'hôpital et qui ne répondent pas aux critères de la chirurgie, d'office, il est renvoyé, la mère abandonnée, il n'y a pas d'assistance. Et l'expérience a montré que la plupart de ces enfants ne survivent pas lorsqu'ils partent. La mère, elle est très stressée, elle ne sait plus comment bien prendre soin de l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils partent et on les perd et on ne sait plus comment les retrouver. Alors, nous avons dit que dès que les patients se présentent à l'hôpital, la première des choses que nous devons démarrer une prise en charge et souvent, c'est dans la nutrition. Donc, nous devons soutenir les parents, systématiquement les parents. Nous devons apprendre aux parents comment allaiter les enfants. Nous pouvons discuter avec les mères ensemble. Un soutien psychologique auquel nous pouvons parler avec les parents sur les problèmes qu'ils traversent. Ils vont nous donner des expériences, comment elle a pu faire pour arriver jusqu'au séjour, venir avec son enfant, quels sont les efforts qu'elle a fournis, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, quels sont les défis. Et nous travaillons avec les parents, nous les soutenons psychologiquement et nous prenons en charge l'enfant. Et je vais parler avec les exemples qui sont à l'encre, je vais vous montrer. Et après cela, nous établissons un plan de surveillance, un plan de suivi où nous devons suivre l'enfant. Il s'est présenté aujourd'hui, nous prenons l'âge, nous prenons le poids, nous prenons la taille. Et nous allons maintenant mettre ça dans les courbes. Nous allons arriver pour montrer que est-ce que cet enfant, il grandit bien? Est-ce que cet enfant, il évolue bien? Est-ce que cet enfant, il est comme tous les autres enfants? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas nous, les prestataires, qui vont garantir à la maman que son enfant va évoluer bien. Mais c'est lors de la discussion que nous allons maintenant placer la mère de l'enfant au centre de la prise en charge pour lui montrer les rôles qu'elle doit jouer. Et nous serons là pour pouvoir l'accompagner jusqu'à ce que l'enfant deviendra éligible et l'enfant sera maintenant admis pour la chirurgie. Alors voilà, nous avons mis ensemble ce circuit que vous pouvez voir qu'au centre, c'est les patients, mais lorsque les patients arrivent, ils démarrent une prise en charge qui peut ne pas être forcément chirurgicale, mais qui peut être pédiatrique, qui peut être nutritionnelle ou d'autres. Alors,
obstacles majeurs que nous avons dans la prise en charge des patients. Le problème, c'est que dans notre contexte, au Cameroun comme en RDC, nous avons mis ensemble ces défis pour montrer qu'il y a un sérieux problème de dépistage des fentes labiopalatines, surtout isolées ou au niveau du palais, où les enfants qui sont nés, les prestataires ne sont pas bien formés, ils ne savent pas comment, il n'y a pas de néonatologue qui peut vraiment bien examiner la bouche de l'enfant pour voir s'il y a une fente ou pas. Et ils font aussi face à la stigmatisation. Vous savez, quand un enfant naît, il a une bouche ouverte, c'est des moqueries autour de la mère. Et la plupart des cas, même, les mères sont rejetées par leurs enfants. Et au niveau de la communauté, ils sont traités de sorciers. Et cela même, ça fait que les parents cachent les enfants à la maison et ne les amènent pas à l'hôpital à temps pour qu'ils puissent prendre en charge. Et il y a même d'autres sagesses populaires qui disent que ces enfants ne peuvent pas être allaités, ces enfants, il faut plutôt les mettre au lait commercial. Et généralement, la fente, et c'est beaucoup plus les familles qui sont dépourvues de moyens. Et lorsqu'ils vont se battre pour trouver le lait commercial, et ils n'ont pas de l'argent, et par conséquent, ils vont bombarder à l'enfant tout ce qu'ils peuvent trouver, et ça nous pose beaucoup de problèmes. Et autre problème que nous avons, c'est un problème de formation des personnels. Il y a des personnels qui ne sont pas ou pas formés sur la matière de fente, s'il vous plaît, la matière de fente. Et lorsqu'un enfant naît dans une structure avec une fente, ils ne savent pas quoi faire et ils vont dire tout ce qu'ils peuvent. Ah, ces enfants, ils vont mourir. Cet enfant, il va pas vivre. Donc, et ce sont des choses comme ça qui posent beaucoup de problèmes. Et ça, c'est aussi un véritable défi. Et quelquefois, des barrières géographiques, des personnes qui habitent à des kilomètres, à des distances, et l'état des routes n'est pas bien. Et pourquoi pas même les systèmes sanitaires qui ne permettent pas à ce que les choses se passent de cette façon-là. Et ça pose beaucoup de problèmes et cela devient pour nous un défi dans notre prise en charge des enfants porteurs des fentes labiopalatines. Donc ici, je vous présente cet exemple de ces cas que vous voyez. Cet enfant, bon, ça c'est quand il a déjà gagné du poids. Il est né en février 2026 et avec ses parents, ils habitent à 250 km de la ville où je suis, où nous prenons ça, c'est parents. Et les parents n'ont pas été informés, il n'y a aucune information qu'ils savent. Il y a un commerçant de la place où j'habite, dans la ville où j'habite, qui part souvent en ambulant pour vendre ses histoires, qu'il a rencontré ce monsieur qui est peu cher avec un enfant de fente qui lui a dit que non, il a appris dans Kisangani, il y a une prise en charge gratuite des enfants comme ça, je vais pas prendre l'information et puis je vais vous amener. Alors c'est ainsi qu'il va donner l'information aux parents de cet enfant qui s'appelle Annie et ils vont faire 250 km au bord d'une pirogue parce que son père c'est un pêcheur. Il va venir une pirogue avec sa femme, c'est des petites autres filles parce qu'il n'y a personne pour les laisser au village. Ils vont arriver jusqu'au niveau des centres de traitement à l'âge de 2 mois. Vous voyez que déjà c'est un problème parce qu'il fallait se présenter à la naissance. Comme il n'avait pas d'informations, il va venir à l'âge de 2 mois et l'enfant est né prématuré. Quand il arrive, la mère ne sait pas comment exprimer son lait et pourtant elle a des laits qui coulent. Mais parce qu'on a dit que cet enfant ne peut pas être allaité, si la maman introduit les tintons dans la bouche de cet enfant qui est ouverte, la maman sera maudite, elle va taper des infections. Cet enfant, c'est un sorcier. Et par conséquent, au début, la maman avait essayé de donner le lait maternel, mais qu'elle n'arrivait pas. Alors, il faudra donner le lait commercial et aussi la bouillie. Alors, et ça nous a posé beaucoup de problèmes dans sa prise en charge. Alors que la maman avait du lait, et lorsqu'elle est arrivée, je l'ai vu abattu, très fatigué, stressé, angoissé. Et il fallait maintenant une prise en charge psychologique avec la mère pour essayer de voir comment nous pouvons arriver à réinitialiser l'allaitement maternel en plaçant la maman au centre et la montrer que la fente, c'est une différence qui est normale. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas le résultat d'un mauvais sort ou de la sorcellerie, mais c'est une différence qui est normale, qui peut arriver. Et voilà comment nous avons démarré sa prise en charge. Déjà, normalement, il fallait démarrer la prise en charge à la naissance. Mais maintenant, comme il est venu à l'âge de 2 mois, nous rappelons toujours ce qui est demandé dans ce maltrait. Il faudra démarrer la prise en charge dès la naissance, prendre le poids et l'âge de l'enfant. Lorsque nous voyons que c'est dans la fourchette normale, ça vous met en garantie. Et l'enfant qui est nourri au lait maternel, au lait commercial, on peut voir comment essayer de transiter. Ceci va beaucoup plus nous parler de ça. Et établir un plan de suivi qui est régulier.
C'est-à-dire que pour éviter la malnutrition et aussi voir comment programmer la chirurgie en temps record. Et tous ces éléments, toutes ces données, nous les mettons dans cette fourchette ici, dans cette courbe de l'OMS. Je crois que beaucoup de nutritionnistes l'utilisent et ce qui nous permet de voir comment l'enfant évolue. Et vous pouvez voir dans tous ces différents rendez-vous comment il venait chaque fois que nous prélevons les poids par rapport à son âge et nous mettons dans la courbe pour voir si l'enfant grandit bien ou pas. Et voilà, lorsqu'Annie est arrivée à l'hôpital, nous l'avons hospitalisée pendant 14 jours avec ses parents et ses deux grandes sœurs. Nous avons discuté avec la mère, nous avons écouté les préoccupations et puis nous l'avons accompagnée la maman avec des méthodes, c'est-à-dire qu'une mise au sein, Suzy va nous parler, va nous démontrer même avec les positions, comment mettre la femme ou l'enfant au sein, si elle ne peut pas, comment il peut exprimer manuellement, nous donnons des tasses, nous donnons des gobelets, nous donnons tout ce qu'il faut pour que la mère arrive à exprimer son lait. Et aussi l'accompagner, son alimentation, vous imaginez 14 jours, toute une famille qui reste à l'hôpital, c'est en termes de coûts, c'est aussi un sérieux problème. Et après 7 jours, déjà, nous avons réussi à arrêter avec le lait commercial et l'enfant était nourri maintenant avec le lait maternel qui est le lait naturel. Alors, aussi, nous parlons de l'état nutritionnel du bébé, je l'ai mis en rouge pour montrer la gravité, pour montrer que c'est ce qui nous préoccupe. Et dans notre expérience, parfois, nous pesons l'enfant chaque jour ou chaque après 2 jours pour nous rassurer, même s'il y a 1 gramme que l'enfant a gagné pour nous, c'est une réussite. Et nous nous réjouissons de ça. Alors, après cela, Annie est repartie. Et puis, elle est revenue un moment. Quand elle est repartie, nous avons pris contact avec un hôpital de là où elle reste, qui nous aidait à peser régulièrement et nous transmettre l'information. Et puis après, elle est revenue le 19 mai. Quand elle est revenue, il fallait encore la réhospitaliser pour la deuxième fois parce qu'une distance de 250 km, elle ne peut pas arriver aujourd'hui et rentrer demain. Il faudra la réhospitaliser encore à l'hôpital pour voir comment elle évolue. Et puis après, faire un suivi régulier et faire un prochain rendez-vous dans les 15 jours qu'elle doit revenir encore à l'hôpital pour être opérée. Alors, un autre exemple que je vais terminer, c'est celui de Gaston. Lui aussi, c'est un enfant. Lui aussi est né en 2025. Il s'est présenté à l'âge d'1 mois, déjà nourri au lait commercial et au biberon, alors que la maman avait du lait qu'elle ne pouvait pas. Et souvent, la maman accompagnée de sa sœur. Pourquoi? Parce que les pères niaient la responsabilité. L'enfant d'une femme, ce n'est pas un enfant de sa famille, dans sa lignée. Il n'y a personne qui est né avec une femme. Et cet enfant ne va pas t'aimer. C'est comme ça que Annie devait être mère à de sa mère accompagnée. Et la maman ne pouvait pas donner du lait à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, il sera maudit. Au fait, ce sont des croyances en fait lesquelles que nous faisons face. Mais la maman, elle était en bonne santé. Alors, nous l'avons hospitalisée pendant 6 jours dans le but de montrer quelles sont les positions idéales auxquelles elle peut allaiter son enfant. Si elle ne peut pas avec ces positions, Suzy va beaucoup plus nous parler sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, par exemple, donner de la tasse, comment arrêter aussi avec les laits commerciaux qui coûtent extrêmement cher? Et c'est le travail que nous avons fait pour le cas de Gaston. Alors, dans sa prise en charge, nous nous sommes entretenus avec la mère sur ça. Nous avons essayé les pratiques, montrer à la maman les positions adaptées. Ceci va nous le dire, comme je l'ai dit, comment elle peut mettre l'enfant au sein, comment elle peut, la maman, comment elle peut exprimer manuellement son lait dans une tasse. Et aussi, on a constaté que l'enfant a gagné du poids, elle a gagné la taille, elle était devenue éligible. Elle a été opérée en août 2025. Ça, pour nous, c'est un succès. Et toute la famille a retrouvé la joie. Et le père de la fille est revenu pour nous demander pardon et accepter son enfant dans sa famille. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons partager. Je vais passer la parole à ma collègue Suzy qui va continuer cette dernière partie. Et puis, nous allons répondre à la question si nous en avons. Merci. Ok. Bonjour à tous. Je vais commencer là où ma collègue t'a arrêté, mais avant de commencer, je vais seulement vous dire que je ne suis pas francophone, donc je vais essayer de parler en français sur vos capacités. OK.
La deuxième partie, c'est accompagnement des mères et des enfants. Docteur Dani, tu peux bénéficier de la prise en charge nutritionnelle précoce. OK. Les bienfaits d'une prise en charge nutritionnelle précoce sont indéniables. Pour la mère, cela contribue à la mesure de son stress. Et nous tous, on sait que avoir un bébé atteint de fente labiale ou palatine est une situation extrêmement stressante pour la plupart de ces femmes. Donc, elles ont besoin d'aide pour comprendre que ces malformations peuvent être corrigées grâce à des interventions adaptées. Donc, parfois, les expliquer cela ne suffit pas. C'est pourquoi que là où je travaille, on a un petit groupe WhatsApp et il y a 200 parents des enfants nés avec une fente labiale palatine. Il y a partage les expériences, notamment avec les nouveaux mamans, afin de les réassurer. Donc, ceci, c'est inscrit dans les deuxièmes avantages d'une intervention nutritionnelle précoce. Elle améliore l'observance du traitement et donne également aux mères la confiance nécessaire pour nourrir leur bébé, surtout lorsqu'elles sont informées sur les sujets tels que les importances de l'allaitement maternel et les techniques d'alimentation appropriées. On avait un cas que une maman vient et quand j'ai suivi la maman, j'ai constaté que, OK, elle peut allaiter l'enfant, mais elle ne veut pas. Et when quand j'ai posé la question à elle, elle m'a dit qu'elle ne peut pas allaiter l'enfant parce que le sage-femme a dit que c'est pas possible d'allaiter l'enfant qui a le ventre labial. Donc, j'ai fait les conseils, mais à ça, j'ai vu elle était un peu hésitante. Donc, je l'ai ajouté dans notre forum WhatsApp là, et j'ai posé des questions dans l'autre maman. Est-ce qu'il y a des mamans qui a allaité les enfants exclusivement le lait maternel dans les 6 premiers mois et est-ce qu'elle peut partager leurs expériences? Et cette maman vient, partage l'expérience. Et la dernière fois que j'ai visité, l'autre maman visité, elle m'a dit qu'elle a déjà commencé à allaiter l'enfant à cause de la support de l'autre maman là. Donc, à ce qui concerne les nourrissons, une intervention nutritionnelle précoce favorisera l'allaitement maternel, qu'il soit direct ou au lait exprimé, fournissant ainsi au bébé les nutriments nécessaires à sa croissance et son développement. Tout cela contribue à réduire le risque de malnutrition et oui, de réduire les risques de malnutrition. OK. Dr. Danny, prochaine slide, please. OK. Du volume de chirurgie au parcours des soins centrés sur l'enfant. Le système actuel soutenu par les organisations internationales privilégie les traitements chirurgicaux et les interventions précoces, notamment en matière de nutrition, d'aide à l'alimentation et de soutien aux aidants restés insuffisamment financiers. Une réforme du modèle actuel est nécessaire, impliquant une redéfinition des priorités et des incitations. Dr. Danny, please can you continue my presentation? Dr. Danny, please continue with the presentation. I just had an emergency, please. Dani, Merci, merci. Alors, ça, ce sont lors de l'entretien avec les mères.
C'est parmi les positions que nous apprenons aux mères comment ils peuvent allaiter les enfants avec fente. Comme vous pouvez voir, il y a cette position-là de Madone inversée parce que les enfants qui ont une fente, que ce soit au niveau de la lèvre ou au niveau du palais, on ne peut pas les allaiter comme tous les autres enfants. Et c'est généralement dans ça que beaucoup de sagesses populaires disent que ces enfants, on ne les allaite pas, ils ne veulent pas de lait maternel parce qu'il n'y a pas de position adaptée. Vous pouvez voir, par exemple, un enfant qui a une fente au niveau de la lèvre, voilà la position qui est plus adaptée, c'est ce que nous conseillons aux parents, ce que nous apprenons aux parents, c'est cette position qu'on appelle la madone inversée. Et pour un enfant qui a peut-être une fente des côtés au niveau de la lèvre et même au niveau du palais complètement à l'intérieur. Cet enfant, c'est la position la plus adaptée que nous appelons ballon de rugby, comme les joueurs portent leur ballon de rugby lorsque nous regardons les matchs de rugby. Et c'est parmi les positions que nous apprenons à la mère, les positions à laquelle elle peut allaiter son enfant. Et aussi, il y a une autre position que nous appelons une position de main danseuse ici. Et un enfant peut voir au niveau de la lèvre, il n'y a rien. La lèvre ne montre qu'il n'y a rien, mais c'est juste au niveau de la bouche, au niveau du palais, où on peut trouver qu'il y a un trou. Le palais a un trou. C'est cette position où nous voyons la maman assise, elle peut placer son pied en droit ou gauche sur un côté, et puis les pieds de l'enfant sont de part et d'autre de la couche de la mère, et la tête de l'enfant est soutenue par la main droite de la maman, et l'autre main tentait de presser les lait, tentait de regarder si l'enfant prend. Et ça, c'est parmi les expériences vraiment que nous réussissons avec les parents qui souvent ont de lait, mais qui n'arrivent pas à donner parce qu'ils disent que l'enfant ne veut pas téter, parce que l'enfant, voilà, le lait, c'est pas pour lui. Et lorsque nous apprenons ces pratiques, ça donne vraiment un succès lorsque nous apprenons les parents. Et c'est parmi les trois positions que nous conseillons aux parents. Alors, après ça, nous apprenons aussi une autre technique que nous appelons l'expression manuelle des laits maternels. La mère, nous apprenons à la mère comment elle peut commencer par l'hygiène, comment elle peut laver ses mains, comment elle peut presser son sein, peut-être essayer de mettre dans un gobelet ou dans une tasse qui est propre et elle peut conserver lorsqu'elle ne peut pas donner son sein à l'enfant, mais elle peut mettre dans une tasse qui est propre, voir comment avec une cuillère elle peut donner à son enfant, même si elle n'est pas disponible. Le monsieur peut prendre même la tasse et aussi donner à l'enfant et ça va beaucoup plus contribuer. Alors, il y a une petite vidéo que nous avons essayé de mettre pour gagner du temps. C'est parmi les exemples que nous avons. Voilà, nous l'avons pris cette semaine même pour montrer comment nous avons appris aux parents comment ils peuvent exprimer, soit allaiter l'enfant en tenant compte des positions que nous avons démontrées. Alors, il y a un sérieux problème lorsque nous voulons poser vraiment les bases à la première consultation. Pour réussir tout ça, il faudra savoir bien accueillir les parents qui arrivent déjà stressés par la communauté, déjà stressés par l'enfant qui présente une malformation. Ah, il ne faut pas que la mère puisse attendre, vous dire que vous êtes occupé, vous dites que l'enfant ne répond pas aux critères, venez le jour où l'enfant va répondre aux critères. Nous accueillons très bien les mères, nous discutons avec eux, nous les rassurons, nous les accompagnons. Et aussi, nous créons vraiment un espace qui est sécurisant, qui permet à la mère de souffrir. Et nous démontrons vraiment cette empathie de dire que nous les accompagnons, nous sommes prêts. Et voilà, parmi les astuces, on ne peut pas réduire la distance entre la mère et l'enfant pour montrer qu'on la stigmatise aussi. On s'approche vraiment, on touche parfois l'enfant et parfois on porte même l'enfant pour vraiment établir la confiance, pour que la mère se sente elle est vraiment entre les bonnes mains et elle est accompagnée. Et aussi écouter la maman, les efforts qu'elle a fournis, laisser-la s'exprimer, dites-la que vous la félicitez, vous l'accompagnez dans ce qu'elle fait. Et ensemble, vous décidez avec la mère comment vous pouvez placer un plan de suivi avec l'enfant pour voir comment vous pouvez l'accompagner. Elle, comme l'actrice principale, vous êtes là, nous sommes là pour l'accompagner, mais c'est la mère qui doit jouer le rôle. Et aussi maintenant expliquer comment l'accompagnement va se faire et la mère adhère facilement. Et c'est comme ça que nous réussirons vraiment à réinitialiser l'allaitement maternel qui, autrefois, parce que quand l'enfant n'est pas placé au sein, le sein ne peut pas
couler en grande quantité. Et c'est dans ça que nous réussissons souvent lorsque nous avons un espace comme ça avec les mères. Elles arrivent vraiment à bien démarrer et surtout à réinitialiser l'allaitement maternel. Donc, voilà un peu, nous avons dit et nous vous remercions. Merci beaucoup.